1, 2, on m'entend. Merci pour cette invitation. Ça nous fait très plaisir à tous les deux d'être devant vous ce soir et de pouvoir vous expliquer notre point de vue, notre analyse sur cette loi qui effectivement vient d'être votée aujourd'hui suite à la commission mixte paritaire qui est tombée sur un accord, on va dire, entre l'Assemblée et le Sénat. Et donc cette loi est maintenant adoptée, bien que nous ayons voté contre. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a le groupe GDR aussi qui a voté contre. Les bonnes parties des Républicains, pas la totalité, puisqu'ils ont des petits problèmes internes. Ils sont en train de vérifier leur ligne politique. Et des non-inscrits aussi qui ont voté contre cette loi. Et quelques En Marche, effectivement, qui se sont abstenus, dont, je vous le signale, une ancienne policière qui est élue maintenant pour La République En Marche et qui n'a pas souhaité voter ce texte, trouvant qu'il donnait beaucoup trop de pouvoir, que ce soit au préfet, et donc en réalité à la police, à l'exécutif en général. Bref, pour introduire un peu, on va passer la parole à tour de rôle pour que ce soit un peu dynamique et que vous ne puissiez pas vous endormir pendant qu'on parle. Premier élément, pourquoi cette loi ? Cette loi, elle est là d'abord parce qu'il y a une menace terroriste, une menace d'actes terroristes, d'attentats sur notre territoire. Ça ne vous aura pas échappé, évidemment, puisqu'il y a encore des événements très récents qui nous l'ont montré avec cette attaque ignoble à Marseille de deux cousines qui se font attaquer au couteau sans raison aucune. Évidemment, il y a aussi toutes les attaques qui sont déjouées, qui n'ont pas lieu, parce que les services de renseignement n'ont pas attendu qu'on vote une loi, ni celle-là, ni les précédentes, pour agir au quotidien contre la préparation d'actes terroristes. Cette menace, aujourd'hui, elle est en train d'évoluer par ailleurs, puisqu'elle est devenue ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qu'elle se développe surtout sur le territoire national sans grande préparation. L'attaque au couteau à la gare à Marseille, ça ne demande pas des préparations extraordinaires. Un couteau, un type, il y va, il passe à l'acte. Et c'est une menace endogène dans ce sens où c'est pas de l'extérieur qu'on vient projeter une équipe qui ensuite va s'organiser pour préparer un acte terroriste. Ce qui tranche avec un certain nombre d'actes qui étaient préparés auparavant. Et donc aujourd'hui, la difficulté de cette menace, c'est qu'on a les services de renseignement qui sont dans l'incapacité de prévoir ce qui se passe à Marseille. Puisque par définition, il n'y a pas d'organisation. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est un message général de Daesh qui dit, voilà, tous ceux qui se retrouvent dans notre message, vous êtes invités à passer à l'acte. Ce qui quand même rend les choses assez compliquées. Enfin, ce contexte, il est plus particulièrement celui d'une 16e loi depuis 1986, les premières lois sur la lutte contre les actes terroristes, contre le terrorisme. Donc on est sur une inflation législative qui fait que même sur les 4 dernières années, il y a eu au moins une loi par an. Donc à chaque fois, on a fait des lois, et à nouveau des lois. Et évidemment, depuis 2015, depuis novembre 2015, on a mis en œuvre l'état d'urgence. L'état d'urgence qui est censé réagir à un péril imminent, immédiat, et qui permet à l'exécutif, donc quand je traduis exécutif, c'est ministre de l'Intérieur, donc préfet, donc la police, d'agir immédiatement sur des autorisations administratives, sans autorisation judiciaire, sans le juge, d'agir, de faire des perquisitions administratives, d'assigner à résidence, des interdictions de manifestation aussi, des interdictions de séjour pour un individu d'aller à un endroit précis, et des périmètres de sécurité avec des fouilles autorisées et des contrôles d'identité autorisés. Ça, c'est l'état d'urgence qui, au départ, était censé être là pour quelques jours, quelques semaines, et qui s'est prolongé, et nous sommes encore actuellement sous l'état d'urgence. Évidemment, ce qui est mis en avant dans cette loi qu'on vient de voter, c'est la sortie de l'état d'urgence. Et donc, on vous explique qu'il y a un certain courage politique
à mettre fin à l'état d'urgence en votant cette loi. Et que cette loi, ça viendrait arrêter un cycle de... Là, on est actuellement sous la 6e prorogation de l'état d'urgence. On y regardera de plus près en développant, mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'état d'urgence quand on transcrit l'essentiel des mesures contenues dans l'état d'urgence dans le droit commun? Non, on est en train de rendre permanent les dispositions principales de l'état d'urgence. Et on va voir en quoi, notamment la question du juge des libertés et de la détention qui est introduit pour la question des perquisitions administratives est un juge un peu en trompe-l'œil. J'ai appelé ça un juge alibi. Et donc, on est dans ce moment où on met fin à l'état d'urgence et en même temps, on l'intègre dans le droit commun. Voilà un peu le moment un peu étrange où les mots ne veulent plus dire grand-chose et où ce qu'on fait concrètement, ce qu'on vote, ne veut plus vraiment rien dire. Donc on va essayer avec vous ce soir d'aller dans le fond du sujet. Et je laisse la parole à Daniel. Merci. Je voulais compléter le propos introductif. Déjà en rappelant aussi de ce que disait Hugo, c'est que ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, se passe aussi au niveau international. Et un des éléments de travail que nous on va porter aussi, c'est d'avoir un peu ce recul, ces études comparatives, parce qu'il y a eu des actes terroristes récemment encore en Espagne, en Grande-Bretagne, sur le territoire européen, et au niveau international, c'est de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, en passant bien sûr par le Moyen-Orient. Donc déjà aussi, l'importance d'avoir ces débats, c'est aussi de sortir d'une vision qui est uniquement centrée sur la France, même si les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est cette loi qui est votée en France, y compris pour faire le bilan de ce qui se passe depuis... maintenant, depuis 2001 aux États-Unis, parce que c'est quand même le premier pays au niveau occidental à avoir appliqué ces mesures-là avec le Patriot Act, et avec déjà une opposition très forte des organisations de défense des droits humains, et dans les autres pays européens, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire nos propres bilans. Donc on reviendra là-dessus sur la nécessité d'avoir aussi cette perspective au niveau international, comparative, et puis de propositions, d'une part. Et sur ce que disait Hugo, c'est-à-dire l'ensemble de la législation antiterroriste, on a en France la législation la plus, on va dire, robuste en la matière, et qui n'est pas déjà sans poser un certain nombre de questions, mais voilà. Ça, c'est pour répondre aussi à une partie des arguments qu'on a beaucoup entendus, notamment à l'Assemblée, avec l'idée que si on sort de l'état d'urgence, il n'y a rien. Il y a un peu, voilà, il faut absolument dire qu'on fait quelque chose, alors qu'en fait, il y a déjà tout un arsenal législatif, policier, etc. Et en partie qui permet voilà, d'éviter des attentats, etc. L'autre élément, c'est celui voilà, du recul, y compris sur la prorogation de l'état d'urgence. Comme on le disait, l'état d'urgence, il a une utilité pour quelques jours, pour ce qu'on disait, secouer, mettre un coup dans la fourmilière, pour pouvoir avoir une action très rapide, une fois que des actes terroristes ont été commis, pour chasser les personnes, les arrêter, et ensuite rétablir un processus judiciaire voilà, pour qu'ils soient mis en examen, jugés, condamnés, etc. Mais le problème qui a été posé et qui est posé depuis plusieurs mois, c'est sa prorogation pour la 6e fois, et y compris sur le bilan qui est fait de l'état d'urgence en termes d'efficacité pour prévenir les actes de terrorisme, en sachant encore, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a par ailleurs déjà des procédures dans le droit commun qui permettent aux services de police, de renseignement, etc. D'intervenir. Donc là, on parle des mesures précises de l'état d'urgence, pas de l'ensemble de la politique qui est menée. On va revenir là-dessus, y compris ce qu'il y a dans la loi, mais pour rappeler quelques éléments qui sont tirés notamment du rapport d'Amnesty International, donc une organisation de défense des droits humains qui est spécialisée notamment sur les questions des prisons, mais aussi voilà, les libertés démocratiques et le droit. Donc c'est un rapport du 31 mai 2017 d'Amnesty International qui revient sur l'état d'urgence. Amnesty qui fait partie des nombreuses organisations de défense des droits humains, de la Ligue des droits de l'homme, en passant par Human Rights Watch, et puis également au niveau de l'ONU qui a énormément critiqué la prorogation de l'état d'urgence et le projet de loi. Et qui, donc, parmi le bilan qui est fait de l'état d'urgence, rappelle que les préfets ont eu recours au pouvoir d'urgence pour signer 155 arrêtés interdisant des manifestations.
en 18 mois. Il y a eu 639 mesures restreignant le droit de circuler qui ont été prises explicitement pour empêcher des personnes de participer à des manifestations, notamment celles contre la loi travail. Et le rapporteur, le chercheur d'Amnesty explique que, je cite, les mesures d'urgence ont été prises pour restreindre des droits, les autorités invoquant notamment l'argument du manque d'effectifs policiers. C'est-à-dire qu'en partie, comme les autorités ne pouvaient pas assurer l'expression du droit démocratique de manifester, etc., on a dit on va mettre des effectifs pour empêcher les gens d'aller manifester, empêcher du coup l'expression du droit de manifester, parce qu'on manque de moyens. Donc ça c'est aussi un autre élément qu'on a porté dans le débat. Et selon l'organisation donc Amnesty, policiers et gendarmes se sont par ailleurs rendus coupables de, je cite, violation des droits humains lors du maintien de l'ordre de rassemblement public. Un grand nombre de violences, je cite, excessives, disproportionnées et arbitraires ont été commises par les forces de l'ordre contre des manifestants, selon le responsable du pôle liberté d'Amnesty France, Nicolas Krameyer. Donc je vous renvoie à ce rapport-là que vous pourrez retrouver facilement sur le site d'Amnesty International. Et donc voilà, ça c'est un des bilans en termes de restriction des libertés publiques démocratiques. Il y a aussi un bilan sur la question de l'efficacité des mesures, par exemple celles concernant les perquisitions administratives qui ont été faites sur l'ensemble de la durée. Il y a eu plus de 4300, quelques unités près, perquisitions administratives menées. Et sur l'ensemble de ces perquisitions, entre 20 et 30, je crois que c'est 23 le chiffre, de procédures judiciaires qui ont pu être ouvertes suite à ces perquisitions. Donc on a un taux, entre guillemets, d'efficacité de moins de 1% de ces perquisitions-là. Et donc on pourrait dire, voilà, il suffit, si une seule de ces perquisitions permet de prévenir des actes de terrorisme, on rappellera par ailleurs, il est possible de procéder à des perquisitions aujourd'hui dans le droit commun, encadrées par un juge, enfin on reviendra là-dessus, donc voilà, c'est déjà possible, mais c'est sur la base, et on reviendra quand on parlera de la loi, voilà, de faits étayés, de preuves qui permettent, y compris d'avoir une efficacité plus grande, parce qu'il y a un travail qui est fait encadré plus grand. Et ce que nous, on a aussi mis en avant dans ce bilan, parce que ça fait partie aussi du bilan de l'état d'urgence, c'est que sur voilà, ces 4300 perquisitions, ce que ça a créé, c'est aussi pour plus de 4000 familles, foyers, personnes, la remise en cause de leur droit à la sûreté, le fait de ne pas être ciblé par l'État et les autorités de l'État, le fait que, voilà, en pleine nuit, souvent, de manière assez brutale et violente, ces personnes ont vu leur maison envahie par des forces de police, leurs enfants réveillés en pleine nuit, des fois dans des circonstances où des gens passaient 4 heures menottés au sol. Et pour lever le fameux doute, on a beaucoup cette formule dans le projet de loi, un doute qui s'est avéré infondé. Et voilà, on est reparti. Les forces de police sont reparties, seulement ce qui reste, c'est voilà, des familles, des voisinages qui se retrouvent avec un doute permanent désormais, dès que le soupçon de lien plus ou moins avec le terrorisme, il suffit voilà, d'une parole, d'une dénonciation, etc., où on se retrouve dans des situations d'un clic, où voilà, ces personnes, ces familles, ces voisinages vont être stigmatisés, et ça, de notre point de vue, ça ne participe pas à renforcer la cohésion sociale, au contraire, non seulement la stigmatisation des personnes et des populations, mais aussi l'idée que voilà, aujourd'hui on va avoir des gens qui vont être stigmatisés, et ça participe plus au ressentiment vis-à-vis des forces de police, de sécurité, et vis-à-vis de la République, qui n'assure pas le droit fondamental garanti dans la Déclaration des droits humains à la sûreté. Et là aussi, on voit dans ce bilan-là, cette dimension est importante. Donc pour finir sur les premiers propos introductifs, et Hugo va poursuivre sur la loi. Pourquoi est-ce que nous, on parle de démocrature? Alors ça a fait beaucoup réagir.
On s'est dit, voilà, l'alternative, on peut dire dictamol, si c'est plus moins dur, mais donc c'est voilà, un peu un mot valise qu'on a utilisé, parce que pour nous, voilà, c'est à la hauteur du sérieux de la situation, y compris ça a été reconnu en partie par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui était interviewé sur une radio, RTL, et le journaliste qui lui demandait, mais est-ce que tout ça, ça ne risque pas de nous faire tomber dans, je cite, un despotisme doux. Despotisme doux, et il a dit oui, oui peut-être, qu'il le reconnaît. Alors voilà, nous on est passé de despotisme doux à démocrature en parlant un mix entre démocratie et dictature, mais voilà, au moins si le terme vous rebute, c'est l'idée générale de voilà, un État de droit où sont renforcés les pouvoirs de la police, les pouvoirs administratifs de l'exécutif au détriment des pouvoirs judiciaires, d'un certain nombre de libertés démocratiques. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Et ça ne cible peut-être au départ, et y compris je finis là-dessus, l'état d'urgence, quand il a été proclamé, visait les personnes coupables d'actes de terrorisme, a toujours visé, et toutes les mesures qui sont faites, les moyens qui sont donnés aux forces de police, qui ont l'intention de cibler ces personnes-là. Mais le problème, et je crois que c'est Christiane Taubira qui disait ça, ancienne garde des Sceaux, c'est que une fois qu'on a reculé, une fois qu'on a étendu un certain nombre de pouvoirs et qu'on en a diminué certains, il est toujours difficile de revenir là-dessus. Et que, voilà, c'est qu'aujourd'hui, ça cible l'intention, et ça on remet en doute l'intention de personnes de vouloir s'attaquer aux personnes qui commettent des actes de terrorisme, de vouloir les prévenir, mais les moyens qui sont donnés signifient que voilà, ça va aussi s'attaquer à un moment donné aux manifestants, ça va s'attaquer à des écologistes, ça va s'attaquer aux migrants. Il y a y compris un article de loi qui est, voilà, typiquement, ça n'a absolument rien à voir. Et ça va s'étendre au fur et à mesure, et voilà, l'histoire et la réalité, y compris aujourd'hui, montrent que, voilà, une fois qu'on a reculé là-dessus, on ne revient pas, et ces pouvoirs peuvent être étendus, et c'est le sens un peu du propos un peu provocateur autour de l'idée de démocrature. Mais on va vous expliquer maintenant en détail qu'est-ce qu'il y a derrière, et pourquoi nous on s'est opposé, qu'est-ce qu'on a proposé par ailleurs, parce qu'il y a effectivement du travail à faire pour prévenir les actes de terrorisme, et on a des propositions à formuler autres que celles qui ont été votées dans la loi. Merci Daniel. Effectivement, il y a un élément qui était important dans ce que vient de dire Daniel à l'instant, c'est cet effet cliquet, l'effet qu'on ne revient pas en arrière. On ne revient jamais en arrière. L'analyse de l'évolution du code de procédure pénale sur les 30 dernières années, même 40, vous pouvez remonter jusqu'où vous voulez, c'est qu'on va toujours plus loin dans la restriction des libertés individuelles. Pour l'instant, ça ne s'est pas vu. Le mouvement inverse. J'espère que ça se verra une fois qu'on arrivera au pouvoir. Ça sera tout l'enjeu. Mais il y a ce qu'on appelle cet effet cliquet. D'où la date aussi de 2020 qui était rappelée tout à l'heure. Pour moi, cette date de 2020 sur les mesures qui sont les plus attentatoires aux libertés individuelles, elle traduit deux choses. Soit c'est une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on met une date limite maintenant pour assurer le badaud en disant ne vous inquiétez pas, en 2020 c'est terminé. Mais comme on a fait dans cette loi pour certains articles, on est revenu sur une date de fin d'une précédente loi, sur la loi renseignement. Il y avait une autre loi qui disait, voilà, on met en place des mesures d'écoute généralisées et on fera une analyse et date de fin 1er janvier 2018. Et là, dans le texte qu'on a voté, il y a un article qui dit qu'on supprime la date de fin de la précédente loi. Vous voyez un peu le mécanisme de comment on fait une fuite en avant sur ce genre de disposition. Donc soit c'est hypocrite parce que cette date va sauter d'ici 2020, et d'ailleurs on nous dit oui mais là c'est pour définitivement mettre dans le droit, pour être armé voilà, face aux actes de terrorisme, on ne reviendra plus dessus parce que c'est ça qui nous manque pour parfaire l'armada. Et finalement on vous dit bah non mais on s'autorise à revenir dessus au cas où il y aurait d'autres actes de terrorisme. Il y aura d'autres actes de terrorisme. Et c'est ça aussi d'avoir un minimum de courage politique, c'est de dire que les attaques comme à Marseille, on ne pourra pas toutes les arrêter. C'est pas vrai. Alors il faut qu'on fasse tout notre possible, il faut qu'on s'organise, qu'on mette les moyens là où il faut, mais juridiquement, ce n'est pas possible de parer à toutes les éventualités. Il faut le dire et le réaffirmer. Et sinon, cette date de 2020, elle traduit aussi le fait qu'il y a un malaise au sein de la majorité sur le fait que ces mesures soient attentatoires aux libertés individuelles et liberticides.
c'est donc les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la protection des droits de l'homme qui ont mis dans leur lettre adressée au gouvernement français le 22 septembre 2017. Je ne suis pas sûr que ce soit des France Insoumises, eux. Bon, pire, sinon il faudra qu'on aille les contacter, vu ce qu'ils racontent, mais cette normalisation des mesures d'urgence a des conséquences graves pour l'exercice et la protection des droits en France, tant en ce qui concerne la lutte antiterroriste qu'au-delà. C'est pas Daniel Obono ou Gobernador qui raconte ça, c'est rapporteur de l'ONU. Jacques Toubon, défenseur des droits, vous irez voir son CV sur internet, je suis pas sûr qu'il soit très France Insoumise. Ah, c'est pas le genre. Hein. Il a dit que ce texte de loi, ça a instillé un poison dans la cohésion sociale dans ce pays. Voilà. Vous avez tous les syndicats d'avocats, tous les syndicats de magistrats qui ont alerté sur le sujet. Vous avez un certain nombre de spécialistes de la sécurité. Le juge Trévidic, en son temps, maintenant il est un peu moins bavard sur le sujet, malheureusement pour nous, mais quand il s'agissait de l'état d'urgence, avait des mots très durs déjà à l'époque sur les dispositions de l'état d'urgence. Pourtant, il était au cœur de la lutte antiterroriste. Donc, il faut écouter tout ça, parce que sinon, on est en train de rentrer progressivement dans ce qu'on appelle l'ère du soupçon. Pourquoi on a appelé ça l'ère du soupçon? Dans quoi on était avant? De quoi est-ce qu'on a besoin pour mettre en cause quelqu'un? Jusqu'à présent, on a besoin de preuves. On a besoin de faits. Ça vous paraît un peu idiot ce que je suis en train de vous dire? Bah oui, si on n'a rien fait, on ne va pas être mis en cause. Bah si, avec ce texte de loi, c'est l'enjeu. C'est qu'on ne s'attaque plus à quelqu'un parce qu'il a fait, dit, commis des choses, mais parce qu'on le soupçonne d'avoir une dangerosité. Donc, vous pouvez être dangereux. Et donc, la dangerosité, il y a des faisceaux d'indices, des éléments qui peuvent nous laisser penser que vous pourriez faire quelque chose de répréhensible, voire de commettre un acte terroriste. Et là-dedans, on trouve tout et n'importe quoi. On trouve des moments où il y a des éléments qui, à la fin, conduisent finalement à des preuves. Et donc, quand il y a des preuves, on peut passer en judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut passer dans la procédure classique du droit commun avec un juge, avec une mise en examen, une enquête préliminaire, enfin, d'abord une enquête préliminaire. Et si on n'a pas de preuves, c'est là où s'applique la loi. Donc, je vous dis bien, cette loi s'applique quand on n'a pas de preuves. Je pèse mes mots quand je vous dis ça. Hein. Parce que si on a des preuves, on passe en judiciaire. Et ce que dit le texte, c'est que par exemple, pour les perquisitions administratives, c'est lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant aux participants à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère, on va nous expliquer comment on définit quelqu'un qui soutient ou adhère, à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Et je mets un petit pavé dans la mare comme ça, mais ça ne va pas être l'objet d'une discussion, quoi que ça aurait pu l'être. Nous n'avons pas de définition du terrorisme à l'heure actuelle. Dans le code de procédure pénale, peut être constitutif de terrorisme, vous irez voir la liste. Honnêtement, des fois, quand on fait des mouvements sociaux, on rentre dans la liste. Hein. On pourrait être suspecté de terrorisme. Il y a tout un tas de pays où les terroristes sont les ennemis politiques du moment. Je le dis. Avec la loi sur l'état d'urgence, celle de 1955, pas celle qu'on vient de voter, mais on est en retrait de la Convention européenne des droits de l'homme pour pouvoir l'appliquer. Convention européenne des droits de l'homme qui garantit les minimums syndicaux, des droits de la défense, d'un procès équitable, de l'égalité des armes, hein, de ce qui constitue un peu le code de procédure pénale et la séparation des pouvoirs dans ce pays, qui fait qu'on est une démocratie et une république. On est en retrait de cette convention avec la Turquie et l'Ukraine. On est les trois seuls pays en retrait de cette convention. Bon, je ne sais pas si c'est un modèle, mais ça interpelle et ça alerte. Alors cette ère du soupçon, là je vous ai fait l'article sur les perquisitions, sur les assignations c'est pareil, hein, sauf que ça vise la personne. Hein, donc c'est des raisons sérieuses de penser que le comportement de, etc. Et ça se base sur les notes blanches. Ce sont des notes blanches qui vont permettre au préfet, pour la mesure d'assignation en résidence, qui s'appelle maintenant mesure de surveillance individuelle, on a changé un peu les termes pour que ce soit un peu plus sympa, mesure de surveillance individuelle qui fait que vous devez rester chez vous et pointer, là c'est une fois par jour, dans le texte tel qu'il est,
sur la base de note blanche, et cette note blanche, elle est produite par les services de renseignement, sauf que vous n'avez ni le nom de l'agent qui l'a produit, ni la date, ni les éléments de contexte, tout est anonymisé, et elle n'est pas forcément très longue, hein, c'est monsieur un tel peut être dangereux parce qu'il a été vu en relation avec quelqu'un dont je ne peux pas vous donner le nom, dans un lieu par là, et ces derniers temps. Je caricature à peine, hein, je suis sérieux. Pour cette mesure d'assignation à résidence, il n'y a pas de juge de liberté de la détention. C'est l'autorité administrative, donc le préfet ou la police, qui dit « je l'assigne à résidence », prend ses responsabilités. Alors après, il peut y avoir contestation devant le juge administratif. Et je ne comprends pas pourquoi je suis assigné à résidence. Et donc, pour contester ça, vous devez vous-même prouver que vous n'avez rien fait. Puisqu'il n'y a pas de preuve. Et c'est là où on inverse le principe de charge de la preuve. C'est-à-dire que vous devez vous défendre de quelque chose, vous ne savez même pas ce dont on vous reproche. Et le juge administratif, dans son contrôle, il n'a pas d'enquêteur. Il n'y a pas des services de police lui-même qui vont pouvoir aller faire une enquête pour vérifier que si dans la note blanche, ce qui est écrit est bien vérifiable, est bien vérifié, et qu'on peut matériellement dire que la personne est en train de préparer des actes de terrorisme. Deuxième mesure, la perquisition administrative. Alors on l'a appelée visite et saisie. Plus sympa que perquisition administrative. Bon, la visite c'est un peu limite parce que vous voyez la police, bonjour c'est la police, on vient faire une visite. Ils ont calqué ça sur les visites domiciliaires, comment ça se fait en matière fiscale. Ce qui a fait bondir les républicains qui se sont dit ah bon c'est comme une visite du fisc. Bon. Plus sérieusement, les visites domiciliaires et saisies. Là, il y a l'introduction des juges des libertés et de la détention. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? On vous dit, on va devoir avoir l'autorisation au préalable du juge des libertés et de la détention. Mais celui qui fait la demande de faire la perquisition, je vais l'appeler comme ça parce que c'est une perquisition, c'est bien le préfet. C'est bien lui qui dit, je veux faire une perquisition. Pour qu'elle soit mise en œuvre, il doit d'abord passer par un juge des libertés et de la détention qui l'y autorise et qui lui dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Sur quoi se base le juge des libertés et de la détention pour procéder à son contrôle? Pour dire, ok, vous pouvez y aller, ou non, vous ne pouvez pas y aller. Il se base sur une note blanche. Même note blanche dont je vous expliquais juste avant que matériellement, il y avait assez peu d'éléments. Et pareil, le juge des libertés et de la détention n'a pas de service enquêteur. Il ne peut pas demander à un officier de police judiciaire, à un policier, d'aller vérifier, d'aller creuser pour se dire, bah oui, là, ok, je vais autoriser la perquisition, etc. Et le JLD, quand on a fait l'audition en commission des lois, nous a dit, non mais, n'ayez pas peur, parce que certains avaient peur que ça bloque le mécanisme et qu'on ne puisse pas aller chercher les terroristes là où ils sont, etc. Bon. Et elle dit non, mais nous, dans 95% des cas, on ne prend pas de risque. Si vous nous dites qu'il y a quelque chose, on autorise. Sauf qu'après, vous n'avez pas de service après-vente quand on vous a fracassé la porte. Hein. Non, mais sérieusement, sur les 4300 perquisitions administratives, quand il y a 23 enquêtes ouvertes pour terrorisme, c'est qu'il y a des centaines de gens qui se sont fait visiter leur domicile sans raison liée à du terrorisme. Alors, ils en ont profité pour démanteler des enquêtes de stupéfiants, etc. Ils ont trouvé des armes, ils vous l'ont dit. Plus de 600 armes ont été trouvées lors des perquisitions administratives. Combien liées au terrorisme? Combien? Est-ce que vous êtes capable de nous dire, monsieur le ministre, combien d'armes ont été retrouvées lors de perquisitions et qui ont un lien avec le terrorisme? Ah, mais j'ai pas les chiffres, je sais pas, non mais je vous dirai, etc. Voilà aujourd'hui l'état de la discussion. Et donc, cette perquisition, le juge des libertés et de la détention, il est là pour faire alibi, pour vous dire, c'est une procédure. Regardez, il y a un juge judiciaire qui intervient. Sauf que ça a été introduit en cours de route. C'était pas dans la version initiale que proposait le gouvernement. Conséquence, il n'y a pas eu d'étude d'impact du Conseil d'État pour voir combien il faudrait de JLD pour assumer la mise en place de cette mesure. À tel point que le président du TGI de Paris et le JLD nous ont dit bah voilà, nous on pense qu'il faudrait un 12e juge des libertés de la détention pour qu'on puisse faire une section avec 4 personnes, mais donc du coup, quand vous discuterez des moyens, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous mettre un 4e juge. Alors on en est là, on est en train de parler de lutte contre les actes de terrorisme, on n'est pas là en train de faire un marchandage de tapis pour avoir un poste en plus, etc. Sauf qu'on en est rendu à ce genre de discussion, en commission des lois, sur un texte qui est dit d'importance capitale pour lutter contre les actes de terrorisme. Savez-vous combien il y a de juges antiterroristes en France? Là, je parle du côté justice. 12. 12 juges antiterroristes du siège.
et vous avez 12 magistrats du parquet. Ça fait 24 pour un pays comme la France. Et ils sont tous à Paris, tout est centralisé. On y reviendra tout à l'heure sur les propositions, mais voilà, ce sont des transcriptions quasi à l'identique de mesures de l'état d'urgence. On a mis le JLD là-dedans, et c'est ça qui nous permet de dire qu'on est dans un état d'urgence permanent. Parce que les principales mesures dites restrictives de liberté, et non pas privatives, parce que s'il avait été privative, là, l'ONU, les droits de l'homme, tout ça, c'était fini. Donc on est à la frontière, sont introduites définitivement dans le droit commun. Et elles sont aussi inefficaces parce qu'on peut faire la même chose en judiciaire. Je vais arrêter là avant de passer la parole à Daniel. Deux éléments m'ont paru à peu près valables pour justifier qu'on passe par l'autorité administrative et pas par le juge. Premier, on m'a dit voilà, quand il y a un renseignement étranger d'une puissance étrangère, on ne peut pas judiciariser. On ne peut pas aller voir le juge, ouvrir une enquête, et donc on est coincé. S'il faut vérifier si le renseignement étranger est correct et qu'il y a vraiment la préparation d'un acte terroriste, on est obligé de passer par des mesures administratives. Et si vous nous retirez l'état d'urgence, on n'a plus la procédure administrative qui permet d'aller faire les perquisitions, les assignations à résidence. Donc voilà. Deuxième élément, pour la protection des sources. Pour protéger nos sources, parce que quand vous faites en judiciaire, vous avez des procès-verbaux, vous avez les éléments, la défense a accès au dossier, donc on sait qu'on vous a posé un micro à tel moment, qu'on vous a entendu dire ça, etc. Et donc ça peut mettre en péril les sources et les techniques de renseignement. Donc dans ces moments-là, on préfère faire de l'administratif, parce que en procédure administrative, il n'y a pas d'ouverture et de fermeture d'enquête. Il y a un acte. En procédure judiciaire, il y a une ouverture d'enquête, il y a une enquête et une fermeture d'enquête. Et donc avec accès aux pièces du dossier. Sauf que dans ces deux cas de figure, il m'a été confirmé qu'un policier qui fait un procès verbal en disant « selon nos sources, 2 points, et qui met les mêmes éléments que vous avez dans la note blanche, ça peut permettre d'ouvrir une enquête préliminaire en judiciaire. Ensuite, le juge antiterroriste ou le magistrat qui se voit saisir de l'enquête peut solliciter le juge des libertés et de la détention, toujours dans le circuit judiciaire, pour demander une perquisition administrative. Enfin, une perquisition, pardon, judiciaire, qui est la même que la perquisition administrative, sauf qu'il y a une ouverture d'enquête, les éléments sont versés au dossier et on garantit le minimum des libertés fondamentales dans ce pays. Donc on peut arriver au même résultat par la procédure judiciaire. Aujourd'hui, moi, ce texte, c'est un texte de défiance et de méfiance envers la justice. Je vous invite à regarder cette inflation du code de la sécurité intérieure comparativement au code de procédure pénale. On est en train de faire un transfert de pouvoir du judiciaire vers l'exécutif. Et c'est en ça qu'on est dans une démocrature, dans ce transfert de pouvoir qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs et donc le caractère républicain et démocratique de notre régime. Alors moi je voudrais, dans le même ordre d'idée sur les éléments de la loi que nous on a critiqués et contre lesquels on a voté, les raisons pour lesquelles on a voté contre, sur 2 articles en particulier, l'article 2 et l'article 10. Donc le premier, article 2, c'est celui qui prévoit la fermeture des lieux de culte pour des propos tenus, des écrits diffusés ou des activités provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme pour une durée maximum de 6 mois. Alors dans le cadre de à la fois la commission des lois et de notre travail au sein de la France Insoumise, on a auditionné, Hugo l'a dit, plusieurs associations d'avocats, de magistrats, organisations de défense des droits humains, des organisations de policiers même. Et donc là, je vais vous donner les éléments d'opposition, donc notamment du syndicat des avocats de France, du défenseur des droits et du syndicat de la magistrature sur cet article. Et pourquoi, à notre avis, il participe, avec l'article 10, à cibler en particulier des catégories de la population et fait courir le risque d'être contre-productif par rapport à la nécessité de prévention des actes de terrorisme. Cet article, d'abord dans la même ordre d'idée que ce qui a été dit par ailleurs, il existe, le préfet a la possibilité aujourd'hui, dans le droit tel qu'il existe, de faire fermer des lieux de culte s'il y a trouble à l'ordre public ou apologie du terrorisme, etc. Donc il y a déjà un pouvoir qui existe de ce point de vue-là. Donc le fait de le mettre dans cette loi-là
pour notamment le syndicat de la magistrature, il s'agit d'une validation navrante et trop récurrente de l'amalgame entre religion et terrorisme, une stigmatisation qui n'est pas un moyen pertinent pour lutter justement contre le terrorisme, le fait que les critères évoqués sont trop flous. Il y a notamment dans le texte de loi le fait de parler des raisons évidentes de suspecter dans cela que des propos soient tenus, et la notion aussi de idées et théories, voilà, qui participerait à faire l'apologie d'actes de terreur, etc. Donc le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, qui indiquait que ces critères-là peuvent s'appliquer à tous les textes religieux qui existent et qui peuvent être discutés, débattus dans des lieux de culte. Et d'une certaine manière, pour le syndicat des avocats de France, cela s'apparente à la création, je cite, d'une police spéciale des lieux de culte, qui de fait ne se limitera pas, comme pour toutes les mesures, à la prévention des actes de terrorisme, mais qui va s'ouvrir à la diffusion des propos, des écrits provoquant à la violence, qui est un critère d'appréciation qui remet en cause notamment la liberté de culte. Donc le défenseur des droits est également très critique. Le syndicat de la magistrature qui pointe le risque de disproportion du caractère flou des actes répréhensibles, de lieu les auteurs, et plus généralement l'idée que cibler la question des lieux de culte pour prévenir les actes de terrorisme participe à valider l'idée que ce serait justifié qu'il y a un lien entre pratique ou expression religieuse d'une part et terrorisme. Et ce que réfute... Juste pour ajouter, Daniel, en plus, en termes de technique de renseignement, oui, c'est juste nul. C'est inefficace. Les personnes qui travaillent à la DGSI, ouais, pas le DGSI lui-même, parce que lui, bon, il défend le texte, il est obligé, il n'a pas le choix. Mais les personnes, les policiers, notamment d'Alliance, c'est pas suspecté d'être nos amis a priori dans leur mouvance syndicale, nous ont dit, si vous fermez le lieu de culte, tous les gens qui étaient dedans, sur lesquels on pouvait avoir des infos, demain, ils se retrouvent dans la nature, aller dans des lieux privés, pour lesquels on n'a plus de traces. Donc on est obligé de retrouver où est-ce qu'ils sont arrivés, pour éventuellement reposer des micros, refaire etc., etc. Donc même en termes de renseignement, c'est une mesure inefficace et contre-productive. Et, par contre, là même le DGSI l'a dit, lui-même, le directeur, ce ne sont pas des lieux conspiratifs. C'est pas là, c'est pas dans le lieu de culte qu'on organise en tant que tel l'attentat. C'est pas là que ça se passe. Donc, pourquoi faire ça? Si ce n'est effectivement pour valider les mecs qui font ça, ils font des attentats au nom de la religion, et nous on va leur dire oui, c'est au nom de la religion, on va valider leur schéma de pensée. C'est quand même leur faire un beau cadeau que de valider leur schéma de pensée, alors qu'on est censé les combattre. C'est là-dessus qu'on interpelle. Et donc, ouais, pour finir sur cette article, il y a aussi le fait qu'il y a une forme de punition collective, du coup, qui est sur le fait que dans les lieux de culte, il y a surtout des gens qui viennent pratiquer leur religion et qui se retrouvent pénalisés par cette fermeture. Le fait que, y compris quand on voit sur le parcours les trajectoires des personnes qui ont effectivement commis des actes de terrorisme, tous les lieux en fait sont susceptibles d'être des lieux où se discutent, des propos sont tenus, etc. Donc ce qui est vrai pour les lieux de culte peut l'être pour les débits de boissons, peut l'être pour tout un ensemble d'autres lieux. Et donc voilà, c'est sur cette base-là que, encore une fois, une grande majorité des organisations de défense des droits humains, de collectifs, de citoyens, se sont opposés notamment à cet article-là, parce que ça participe, y compris dans le débat public, à alimenter cet amalgame-là entre pratique d'une religion et en particulier de la religion musulmane, parce qu'en vrai c'est de ça qu'il s'agit, et quand on a eu les débats à l'Assemblée, on ne parlait que des mosquées de ce point de vue-là, et la commission d'actes de terrorisme. Donc il y a cet article-là, et puis l'article 10 sur le fait d'avoir un risque de stigmatisation, puisque cet article 10
concerne les autorisations, l'augmentation de la possibilité d'opérer des contrôles aux frontières, des contrôles d'identité, qui peuvent être effectués non plus dans 6 mais 12 heures consécutives, où en fait les abords dans lesquels, dans les périmètres dans lesquels ces contrôles peuvent être effectués de manière systématique sont élargis, qui pourront se faire dans les gares et aux abords de celles-ci. Et en fait, on se rend compte que c'est, par exemple, à Paris, si on prend les aéroports, etc., c'est tout le territoire de l'Île-de-France où des contrôles d'identité des contrôles aux frontières peuvent être effectués. Donc c'est une extension extrêmement large d'une pratique qui, et on l'a vu par exemple dans la vallée de la Roya où il y a une crise migratoire, il y a un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là, et où en fait ça permet de cibler autre chose, et là c'est vraiment l'exemple criant là-dessus, que la prévention des actes terroristes, parce que c'est, on va, y compris dans la caractérisation en fait de comment en fait on va cibler les personnes. Les termes sont tellement flous que on ne sait pas sur quoi peuvent se baser en fait les policiers pour décider qu'on va contrôler cette personne-là plutôt qu'une autre. Et ça participe, et ça c'est la CIMAD, le Défenseur des droits et tout un ensemble d'organisations qui travaillent sur ce sujet, à plutôt alimenter le contrôle aux faciès et la systématisation de ce type de contrôle qui vont cibler les personnes noires, arabes, qui vont être plus contrôlées que d'autres. Et donc ça, c'est avec à la fois la question des migrants et puis avec la question du contrôle aux faciès qui existe déjà et qui a déjà été dénoncé par tout un ensemble d'organisations. On voit là que c'est cette mesure-là qui va s'attaquer et cibler et participer à une stigmatisation plus forte. Alors même, et ça c'est aussi un élément qu'on a eu lors de l'audition qu'on a faite avec des douaniers, des syndicalistes des douanes, sur la question de la surveillance et du travail à faire et des besoins à ce niveau-là, qui expliquait qu'on cible les personnes, et il y a beaucoup tout un appareil sur la question des personnes et rien sur les marchandises. Au contraire, même ce qui est fait, c'est une mise en concurrence des plateformes douanières au niveau européen pour faciliter encore plus en fait la libre circulation des marchandises, et c'est-à-dire surtout quand on analyse que les risques de commission d'attentats terroristes le sont dans une majorité, dans une très, très grande majorité des cas. Il y a des exceptions, et on le sait avec ce qui s'est passé à Marseille, mais ce sont des nationaux, ce sont des citoyens français, européens, donc qui peuvent recevoir, y compris de petits objets, et reconstituer avec ça des arsenaux, des armes, etc. Et en fait, ça, c'est la politique menée actuellement de libéralisation et de mise en concurrence facilite le fret express, c'est-à-dire plus on fait passer de marchandises avec le moins de régulation possible, plus on a des plateformes douanières attractives. Donc c'est complètement contre-productif. D'abord, ne rien dire, et ça va venir, on pourra parler justement de nous, ce qu'on propose sur la circulation des marchandises et avoir plus de contrôle à ce niveau-là, et donner les moyens aux douaniers, y compris qui bénéficient de par leur statut particulier, de pouvoirs exorbitants de droit commun, mais ça c'est un pouvoir qui est encadré. Et donc, pour laisser la parole et faire la transition avec Hugo, il y a aujourd'hui les moyens et des moyens à mettre et à renforcer effectivement pour prévenir les actes de terrorisme, plutôt que ce qui est proposé dans cette loi-là, qui va plutôt stigmatiser et cibler des populations et participer aux amalgames. Nous avons formulé, y compris dans l'examen de la loi, un certain nombre de propositions qu'on va vous présenter sur l'ensemble en fait, du champ de la lutte et de la prévention de la commission des actes de terrorisme. Pour résumer en 2 mots, article 1, périmètre de sécurité. On peut déjà le faire dans le droit commun. La braderie de Lille, par exemple, qui a eu lieu, n'ont activé aucune des mesures de l'état d'urgence. Aucune. C'était uniquement dans le cadre du droit commun actuel. Article 1, inutile. Article 2, fermeture des lieux de culte. On peut déjà les fermer, on peut déjà dissoudre les associations cultuelles, même pour les idées et théories qu'on dénonce. Parce que dans le code de sécurité intérieure, il y a déjà les idées ou théories. Donc à part faire un amalgame, inutile.
Article 3, assignation à résidence, mesure de surveillance individuelle. Sauf à vouloir agir sans avoir de preuves, inutile puisqu'on peut déjà le faire dans un cadre judiciaire. Article 4, perquisition administrative. Maintenant ça s'appelle visite et saisie. Idem, sauf à ne pas avoir de preuves et à vouloir agir sans preuves, on peut déjà le faire dans un cadre judiciaire. Article 5, 6, 7, je vous passe, c'est des choses qui ont rapport avec le réseau herdien et le PNR. On aurait pu développer, mais ce sont des éléments qui sont un peu annexes, entre guillemets, dans la loi, importants mais annexes. C'est la quadrature du net qui a fait un travail aussi de critique de cette partie-là. Et on a travaillé avec la commission de défense, enfin Bastien Lachaud notamment, qui est député de la France Insoumise sur la commission de défense, pour s'opposer sur cet article-là. Mais vous pourrez retrouver sur les écrits de la quadrature du net la critique de ces mesures. Et ça m'amène jusqu'à l'article 10 sur le contrôle aux frontières, où là on voit que c'est même pas lié au terrorisme. C'est-à-dire que sur cet article 10 sur les contrôles des zones frontalières, on dit même plus que c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On dit c'est pour lutter contre la criminalité organisée en général. Voilà, on vous met un article qui étend les pouvoirs, sans pour autant qu'on ait pu défendre dans l'hémicycle la question du renforcement des contre-pouvoirs lors des contrôles dits au faciès, notamment avec la mise en place du récépissé. On n'a même pas pu le défendre parce qu'on nous a expliqué que ça coûtait de l'argent et qu'au titre de l'article 40 de la Constitution, qui interdit que des amendements puissent créer une charge pour l'État, les amendements des députés, on dit bah, ça coûte de l'argent donc vous ne pouvez pas le défendre. Rendez-vous compte que d'imprimer des papiers pour faire un récépissé, ça allait nous ruiner. Bon, tout ça est un peu ridicule. Est-ce qu'on aurait pour autant rien fait si on avait été au pouvoir à leur place? Non, on n'aurait pas rien fait. En tout cas, on n'aurait pas fait une loi en l'occurrence, puisque c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de poser la question des moyens. Question qui n'a jamais été posée dans ce texte. On ne vous dit pas il faut plus de moyens sur ci, moins de moyens sur ça, etc. Que des aspects juridiques d'autorisation, d'élargir les capacités et les pouvoirs de l'exécutif. Sur la question des moyens de sécurité, par exemple, malheureusement, on nous a promis, le ministre de l'Intérieur, 22 août, vous irez vérifier ça dans la presse, dit on avait prévu 2000 recrutements par an sur 10 ans pour les services de sécurité pour arriver à 10 000. C'était ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais, vu la menace, vu l'urgence, on va faire entre 2500 et 3000 par an en 2018 et en 2019. Applaudissements dans la salle, ouais, des effectifs en plus, etc. Projet de loi de finances 2018 qui est déposé devant nous et qu'on discute en ce moment à l'Assemblée nationale. Nombre de créations de postes pour police, gendarmerie, sécurité civile, en équivalent temps plein, travaillé, ETPT pour les intimes, 1850. Donc ça devait être 2000. Ils nous annoncent entre 2005 et 3000, et finalement c'est 1850, et en plus il y a la sécurité civile dedans. Voilà. Ça c'est la question des moyens, qu'on ne pose pas dans ce texte de loi, mais qui va être prégnante, là, tout de suite, maintenant. Sachant qu'on a déjà des difficultés pour recruter et pour former, puisqu'on n'a toujours pas réouvert des écoles de police. Et que pour les services de renseignement, on recrute essentiellement des contractuels. Parce qu'on n'a pas la ressource, on ne fidélise pas les gens sur ces emplois-là, ce qui peut poser aussi des problèmes éthiques, finalement, de est-ce que c'est bien d'avoir beaucoup de contractuels dans les services de renseignement. Et dans les services de renseignement en tant que tels, on augmente les effectifs de la DGSI, mais pas en proportion le nombre d'officiers de police judiciaire, c'est-à-dire le nombre de personnes au sein de la police qui sont capables de conduire une enquête sous le contrôle d'un magistrat ou d'un juge antiterroriste. Ce qui devient ensuite un argument pour dire oui mais regardez, la procédure judiciaire c'est trop long, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, laissez-nous faire des autorisations administratives. Donc poser cette question des moyens, c'est régler l'essentiel du problème. Il y a une proposition par exemple des faux magistrats qu'on a trouvée intéressante, qu'on aurait pu creuser dans ces débats. Celle de créer un parquet national antiterroriste, sur le modèle du parquet national financier, qui a été mis en place en matière de lutte contre la délinquance financière suite à l'affaire Cahuzac, qui serait chargé de centraliser toutes les enquêtes, d'avoir un seul endroit où on retrouve toutes les enquêtes pour terrorisme, parce qu'il y a besoin de se passer les informations, c'est important, au niveau national, mais aussi au niveau européen, mais ça je mets ça de côté. Et on aurait pu renforcer les GIR, ou les GIR c'est le mot pluriel, les juridictions interrégionales spécialisées, et qui sont chargées aujourd'hui de la criminalité organisée, et qui pourraient se voir avoir une compétence antiterrorisme sur des grandes zones interrégionales, de sorte qu'on soit
comme ils s'amusent à le dire chez Jean-Marc, au plus près du terrain. Hein, parce que c'est ça l'argument central. Voilà, au plus près du terrain, et pas tout centralisé à Paris. Sauf que si vous voulez faire ça, pour qu'il y ait une brigade, entre guillemets, de magistrats 24-24, parce qu'on est sur des sujets antiterroristes, il faut au moins 4 personnes. 4 personnes fois le nombre de GIRS, je crois qu'il y a 7 ou 8 GIRS en France, on est loin des 12 juges antiterroristes qu'on a actuellement en France. Donc oui, il faut mettre des moyens. Oui, il faut spécialiser des juges, et oui, au plus proche du terrain. Ça aurait pu être un débat intéressant, de savoir si on déconcentrait l'activité de justice. Question du renseignement, élément qui était porté par le juge Trévidic. La question de la perte de preuves. Quand vous faites l'enquête, tant que vous êtes en mode administratif, vous posez un micro, vous entendez des choses, vous ne pouvez pas l'utiliser dans une procédure judiciaire, puisque ça n'a pas été demandé par une autorité judiciaire, par un juge ou un magistrat du parquet. Donc, quand ils entendent quelque chose dans un micro, les services de renseignement vont voir le juge ou la personne du parquet pour demander à ouvrir une enquête. Et ensuite, ils reposent un micro, cette fois-ci autorisé par la justice. Et là, ce qui est entendu par ce micro, qui en fait, en réalité, je vous le dis, est le même, hein, on fait juste un PV pour régulariser le truc, mais c'est le même micro, ça peut ensuite rentrer dans un cadre judiciaire. Sauf que on espère que les types redisent la même chose. Et donc, vous avez des gens qu'on laisse dans la nature, qu'on est obligé du coup de surveiller, on ne peut pas judiciariser. Et ça, c'est important parce que nous, on plaide plutôt pour une judiciarisation le plus tôt possible des services de renseignement. Mais là, ça demande à changer de culture au sein des services de renseignement. Ça demande à ce que le juge, dès le départ, il encadre les services de renseignement, oui, que ce ne soit pas open bar. Alors, il y a déjà pourtant une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui fait un peu ça. On aurait pu avoir un chouette débat là-dessus. Se dire, quel mode de renseignement on veut dans ce pays, qu'est-ce qu'on accepte, jusqu'où on va, avec quelle garantie en face. C'est pas le débat qu'on a eu. Sur les questions des moyens de la République en général, sur la prévention, évidemment, sur prévention des actes de terrorisme, quand on parle de radicalisation, et je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais d'endoctrinement, d'embrigadement, de processus de sectarisation religieuse, est-ce que c'est pas en renforçant, et là je paraphrase notre président jupitérien, c'est pas en renforçant la République dans toutes ses composantes. Je vous renvoie à sa grande interview au Point, où il dit qu'il faut renforcer la culture, l'éducation, etc. Lui-même avait dit, contre cette loi, contre l'état d'urgence, pardon, pas contre cette loi, mais finalement c'est la même chose, que le code de procédure pénale tel qu'il est, les magistrats tels qu'ils sont, peuvent anéantir nos adversaires. Discours du congrès de Versailles. Jupiter dans le texte. La question de la réorganisation des services de renseignement avec le nombre de PJ, je vous l'ai dit, la justice, les moyens, et je laisse la parole à Daniel pour conclure sur les amendements suivants qu'on a défendus et qui pourtant n'ont pas été acceptés. Rapidement, moi je pense qu'il y a une dimension sur la question de la recherche, justement la recherche scientifique sur les processus de ce qu'on appelle la radicalisation et dont tout le monde dit en fait ce terme. Il emprunte à plein de choses différentes, que c'est multifactoriel, complexe, et que justement il faut se donner les moyens de comprendre, parce qu'y compris dans les parcours et les trajectoires, on voit que c'est très très différent, et que là il y aurait des moyens à faire sur la recherche, sur les gens qui reviennent. On a auditionné un psychologue clinicien qui expliquait voilà, des jeunes gens qui sont partis faire la guerre, qui sont revenus, qui sont aujourd'hui incarcérés, et il y a un travail fait là-dessus pour comprendre les mécanismes. Et là aussi, il y aurait eu, et il aurait dû avoir un débat justement sur ça. Comment est-ce qu'on comprend pour prévenir ce qui se passe. Et je vais essayer de finir rapidement sur les deux dimensions aussi que nous avons portées, où nous avons proposé un certain nombre d'amendements. Au final, nous avions, je crois, 48 amendements, dont 29 de propositions. C'est-à-dire qu'une partie était pour supprimer ce que nous pensions être problématique, mais nous avons proposé en plus des choses, et notamment sur deux dimensions importantes, la question du financement des groupes terroristes, en ciblant à la fois les paradis fiscaux, parce qu'on le sait aujourd'hui avec toutes les... Quand on voit les dérives policières qu'on a aux États-Unis et qu'on voit le texte qu'on a maintenant aujourd'hui chez nous, comment est-ce qu'on fait pour que nos services de police ne deviennent pas les services de police américains et notre justice reste une justice
à la française, qui respecte les droits de la défense. Voilà. Ok. Alors, j'entendais c'est facile de critiquer. Non, c'est pas si facile que ça de critiquer. Parce que vous avez le premier niveau de critique, c'est liberticide, etc., attentatoire aux libertés individuelles. Et deuxième critique, pourquoi? Là, il faut commencer à développer et à argumenter. J'ose espérer que la critique n'était pas facile, mais argumentée. On peut refaire article par article et aller encore plus loin si vous le souhaitez. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement par pragmatisme? Bon, j'ai noté l'allusion à l'extrême droite en disant bon, peut-être que si c'était l'extrême droite, on serait moins regardant sur le côté liberticide des lois parce que ce serait l'extrême droite. Non, ce qu'on défend, c'est que justement le droit commun, il s'applique et il n'y a pas de justice d'exception. Et d'ailleurs, il y a dans le code de procédure pénale en matière de terrorisme, à l'heure actuelle, une justice spéciale. Pas d'exception, mais spéciale. Et elle s'applique que ce soit aux actes terroristes djihadistes, que ce soit les actes terroristes nationalistes, indépendantistes, j'en sais rien, ce que vous voulez, n'importe quel acte terroriste. Parce que ce sont les actes qu'on condamne et contre lesquels on essaye de lutter. Et le code de procédure pénale en matière terroriste, à l'heure actuelle, il est déjà ce qu'on appelle préventif. C'est-à-dire qu'on a introduit la question de l'association de malfaiteurs en vue de commettre, etc. Et donc on condamne déjà, non pas l'acte terroriste, mais sa préparation, l'intention. Exactement, j'entendais par là. Et là, avec ce niveau de texte-là, on passe du préventif au prédictif. Parce qu'on est sur la dangerosité de l'individu. Et donc en commission, on nous a parlé de la zone grise dans laquelle se situent les signaux faibles de l'infrasoupçon. Je caricature pas, hein, Ah non, elles ne sont pas toutes filmées, malheureusement. J'ai demandé à ce qu'on les filme, mais ils n'ont pas voulu. Bon. Parce qu'il n'y aurait pas eu une certaine liberté de parole, peut-être qu'effectivement on n'aurait pas entendu parler d'infrasoupçon si ça avait été filmé. Mais peut-être que la démocratie s'en serait largement accommodée. Donc, par pragmatisme, ce qu'on aurait fait, j'ai quand même assez développé tout à l'heure sur la question des moyens, on aurait déconcentré la question de la lutte contre les actes terroristes avec le renforcement des GIRS, en leur donnant une compétence antiterroriste, embauche de juges judiciaires, et donc de juges antiterroristes, de magistrats du parquet. Il y a une question de l'indépendance, notamment de la justice, qui est posée, parce que quand on nous écoute, on a l'impression qu'on est en train de glorifier le droit commun actuel, etc., comme si c'était évidemment impeccable et qu'il n'y avait rien à y redire. Pourtant, il y a des choses à y redire, mais on en est rendu à ça parce que le curseur est poussé de plus en plus loin. D'ailleurs, La République En Marche se posait dans l'hémicycle comme étant un point d'équilibre. Mais d'équilibre entre quoi et quoi? D'équilibre entre ce que soutient la France insoumise et d'équilibre entre les horreurs que soutiennent les députés de LR. Hein, il faut mettre les gens fichés S dans des camps, etc. On dit tout ça. Donc, ils disent on est à l'équilibre entre tout ça. Mais non, l'équilibre, c'est le droit actuel. C'est l'équilibre entre l'exécutif et le judiciaire. Quand on parle de sûreté, qu'est-ce que c'est la sûreté? À la différence de la sécurité. La sûreté, c'est le fait de pouvoir se balader dans la rue sans être agressé au premier coin de rue, justement. Mais c'est aussi le fait de ne pas être inquiété arbitrairement par l'autorité politique, donc par l'exécutif. De ne pas être mis en cause comme ça parce que votre tête ne revient pas. Voilà, donc vous irez en prison, puis on verra dans 6 mois, parce que il est possible que vous ayez eu l'intention de commettre un acte terroriste. Et si ce n'était pas le cas, on a vu certains mémoires en défense du ministère de l'Intérieur, parce que vous savez que quand un acte est contesté devant la juridiction administrative, l'État se défend, fait un mémoire en défense, notamment pour les assignations à résidence. Et quand il n'y avait pas de nouvelles preuves à apporter, le ministère de l'Intérieur a dit « Oui, mais c'est normal qu'on ne puisse pas donner de nouvelles preuves que cette personne est un terroriste, puisque dans la propagande de Daesh, dans leur magazine, ils expliquent qu'il faut se cacher
et se dissimuler pour qu'on puisse pas être détecté. Donc, si on ne le détecte pas, c'est normal parce qu'il suit les préceptes de Daesh. Voilà, mémoire en défense du ministère de l'Intérieur. C'est normal qu'on ne trouve rien contre vous parce que vous faites en sorte qu'on ne trouve rien contre vous parce que vous êtes un terroriste. Voilà, allez, défendez-vous de ça. Allez-y. Prenez un avocat, on en discute. Voilà. Honnêtement, ces assignations à résidence, elles ont été cassées par le juge administratif. Mais au bout de 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. 11 mois pendant lesquels un type a dû aller pointer 3 fois par jour au commissariat. Avec tout ce que ça implique derrière. Les perquisitions, quand vous vient frapper à votre porte, la police débarque à 2h du matin. Maintenant, heureusement, par la loi, c'est par exception. C'est le juge qui dira, juge des libertés de la détention, si on peut sortir des horaires. Comme on dit par chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc même si vous n'êtes pas un terroriste, si on s'est planté, parce que des fois on s'est planté de porte, au ministère de l'Intérieur, juste trompé d'adresse. Ça arrive. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Qu'est-ce que pensent vos voisins de vous le lendemain? Plein de gens ont dû déménager. Parce que c'était plus tenable dans le quartier, tout le monde l'a regardé de travers, parce que voilà, la police est venue frapper chez vous, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est que même si vous n'êtes pas vraiment terroriste, ben bon, c'est toute cette ambiance-là qui fait que ça rend compliqué. Et mais sur la justice, il y a quand même les officiers de police judiciaire, j'en parlais tout à l'heure, il y a un débat sur est-ce qu'il ne faudrait pas proposer, par exemple, sur la base du bénévolat, du volontariat, pas du bénévolat, pardon, du volontariat aux officiers de police judiciaire, d'être mis en position de détachement auprès du ministère de la Justice pour que les magistrats puissent conduire des enquêtes. Vous avez peut-être déjà entendu parler un certain nombre de juges, le juge Trévidic par exemple, d'avoir des difficultés pour conduire une enquête dont il a la charge, parce que le ministère de l'Intérieur ne lui fournissait pas d'officiers de police judiciaire pour conduire l'enquête, pour aller faire des perquisitions, auditionner des gens, etc. Et puis si vous n'avez pas de policiers pour faire votre enquête, vous avez beau être juge et vous n'allez pas faire les perquisitions vous-même. Et donc il y a cette difficulté-là aussi entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc des choses à faire, il y en a des tonnes. Ouais. Moi, sur ce que vous disiez, et y compris sur comment on gère politiquement un moment extrêmement grave où des personnes sont tuées, où il y a un traumatisme évident, social, et tout le monde individuellement et collectivement est atteint. Et oui, donc comment on gère politiquement ça? Alors ça, c'est y compris pas pour remettre en cause ce qui a pu être fait, et nous, on n'a jamais été dans l'idée de pointer du doigt. Je pense que les services de police, de sécurité ont fait le maximum et continuent à faire le maximum, et voilà, après on conteste les mesures prises. Mais vous parliez par exemple de l'état d'urgence, et c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on répète, l'état d'urgence, il est valable sur une très courte période. Le principe même de l'état d'urgence, c'est de dire on fait un moment d'exception pour pouvoir justement aller attraper les personnes qui ont commis ces actes-là et avoir une procédure accélérée par rapport. Donc l'état d'urgence, il peut être réactivé à un moment donné. Mais ça, c'est malheureusement quand tout le reste a échoué. Parce que si voilà, l'acte il est commis, c'est qu'on n'a pas réussi à prévenir. Voilà, par tous les moyens qu'on a essayé de vous présenter, en disant, en développant une véritable politique, en mettant à plat l'organisation des services, le judiciaire, le raisonnement, en mettant des moyens, etc. Donc là, c'est, on va dire, malheureusement, le constat d'un échec aussi si l'acte de terrorisme est commis. Et donc à ce moment-là, oui, il y a des moyens exceptionnels. On pourrait rediscuter même voilà, de l'état d'urgence en soi qui a été institué, mais il y a ces moyens-là qui existent. Voilà. Mais le problème, ce qui a été fait, c'est que ça n'a pas été pour quelques semaines, ça a été pour près de 2 ans qui a été mis en place. Et c'est là où, y compris ces mesures exceptionnelles, perdent de leur efficacité. Et politiquement, je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique à avoir, à dire oui, le risque zéro en matière d'actes de terrorisme n'existe pas. Parce que les modes changent, les procédures, il y avait des gens qui ont attaqué avec des armes lourdes, etc. Aujourd'hui, ça peut être quelqu'un avec un couteau ou avec une... Donc ça n'existe pas. Tout ce qu'il faut faire en sorte que les moyens de police puissent faire leur travail, mais ça n'existe pas. Et le problème, c'est que ce débat-là, sur une vision politique rationnelle, n'a pas été mené jusqu'à présent. Et c'est ça la critique qu'on fait. Malheureusement, ce qui a été depuis 2001 d'une certaine manière, et puis surtout depuis 2015, c'est un discours guerrier, un discours d'autorité qui était peut-être nécessaire. Moi, je pense que
faire preuve de force et de fermeté, c'est une chose, et d'autorité et d'autoritarisme, c'est autre chose. Et ce qui est, y compris dans le débat public, quand on essaie d'avoir ce débat-là, voilà, c'est une instrumentalisation, une hystérisation, où à l'Assemblée, on vous parle des centaines de morts, etc., comme si comme si on n'en avait pas conscience. Mais c'est la responsabilité politique à avoir. Et nous, on défend un discours qui puisse répondre à une émotion, mais répondre politiquement, et pas voilà, en disant on va activer l'état d'urgence et on va le renouveler tout le temps, et puis on va pointer du doigt telle politique. C'est un message aussi de retenue, de sang-froid, de rationalité à avoir, et ça c'est la responsabilité politique qu'on pense qui a malheureusement fait défaut depuis plus de 2 ans, et plus généralement depuis que ça se passe en France, ça se passe en Europe et dans le reste du monde, avec la rhétorique inaugurée par George Bush de la guerre des civilisations, etc. Et voilà, dans lesquelles malheureusement aujourd'hui on continue à légiférer, à gouverner. C'est ça l'état d'esprit, et c'est cet état d'esprit-là que nous on conteste. Peut-être rapidement du coup sur les autres points, police de proximité. Je vais enfoncer le clou parce que c'est pas police démocratique qu'on propose, c'est police républicaine. C'est le terme qu'on a consacré dans le livret sécurité, retour à la raison, que je vous invite à télécharger, à lire, à partager autour de vous. D'ailleurs, encomain.fr. On va le compléter d'ailleurs sur cette mandature. La police, une police républicaine, qu'est-ce que c'est? C'est une police qui respecte les principes de la République et qui n'est pas justement dans l'arbitraire que j'indiquais tout à l'heure, par exemple, ne serait-ce que pour le contrôle aux faciès ou d'autres dispositions qui sont attentatoires aux libertés. Parce que quand vous donnez une arme à un policier, pas forcément une arme à feu, hein, des armes, et les moyens de coercition qui sont les leurs, ils peuvent vous restreindre la liberté, ou vous priver de liberté sur une période donnée, notamment par les gardes à vue, etc. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Donc on essaye de mettre en place des contrôles, des contre-pouvoirs, et aussi une doctrine d'emploi des forces qui fait que on essaye de faire en sorte que ces policiers ce ne soient pas des cow-boys, quoi. Ce soient des policiers qui soient des gardiens de la paix, notamment, c'est le nom du grade aujourd'hui de policier de premier niveau. Et qu'on ne soit pas dans les shérifs à l'américaine. Alors comment on fait pour avoir une police républicaine? Ça rejoint la question de la police de proximité. Et ça rejoint la question du terrorisme en clair, parce que malheureusement, il est bien dommage qu'en 2012, François Hollande n'ait pas tenu sa promesse de remettre en place une police de proximité dans ce pays. Je vous rappelle que c'était dans les 60 propositions. Bon, je ne sais pas combien de mecs ont été mis en œuvre, je crois une sur le mariage pour tous. Même ça, il ne l'a pas fait, quoi. Je veux dire, pour le coup, il y avait plutôt unanimité à le faire, la police de proximité. Sauf que, pour ça, il fallait rouvrir des écoles de police, il fallait avoir une doctrine d'emploi des forces, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des moyens supplémentaires. On nous a suffisamment fait, nous, le reproche assez souvent de dire « Vous voudrez des moyens, mais pourquoi faire ?» Ben voilà, je vais vous dire pourquoi faire. Pour mettre des policiers attenant à un territoire, qui puissent connaître les gens. C'est ça qui est efficace. N'importe quel gendarme vous le dira. Discutez avec un gendarme. Eux, leur modèle, leur doctrine d'emploi des forces, c'est la proximité, ça a toujours été la proximité. Je discutais la dernière fois avec le général de gendarmerie, de la zone nord, et il disait, voilà, on revient des expérimentations avec ce qu'on appelle ce qu'ils appellent maintenant, parce qu'ils ne veulent pas dire proximité, le mot est devenu tabou, je ne sais pas trop pourquoi, des brigades de contact. Pour être au contact du terrain. Pourquoi pas? Et donc il m'explique que pour lui, le gendarme de contact, il doit aller boire un café avec un commerçant, discuter avec les gens, passer un peu de temps, etc. Il y a ceux qui vont vous dire « Ouais, non mais ça c'est une perte de temps, le gendarme il n'est pas là pour ça, il est là pour arrêter les méchants. » Sauf que si vous n'avez pas votre renseignement de terrain, si vous n'avez pas les gens qui vous passent un coup de téléphone parce que vous êtes identifié, vous les avez identifiés, si vous n'avez pas ça, bah c'est l'appel du 17, ça prend du temps, on ne sait pas, c'est à distance, et on est du coup au final qu'une police de réaction. Et ça c'est pas bon la police de réaction, parce qu'on perd le lien avec le terrain, on ne sait plus qui est qui. On fait 10 fois le même contrôle de la même personne à la même journée, avec des brigades différentes. Ça c'est pas le modèle de proximité. Le modèle de proximité, c'est des policiers qui ont un territoire à leur charge, à taille humaine, où ils puissent connaître les gens, et où les gens puissent les connaître. Avec, en milieu urbain pour ce qui est de la police,
vous avez des comités locaux de prévention, de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD, qui sont aujourd'hui des réunions de chefs à plumes, où on met le grand chef des bailleurs sociaux, le grand chef de la police, le grand chef de la mairie, les grands chefs, etc. Bon. Et puis ils font des fiches actions. Bon, si les gens s'en saisissent, tant mieux, sinon on se revoit au prochain CLSPD, alors que ça pourrait être une instance où on pourrait avoir les citoyens dedans, les citoyens du quartier. Qu'est-ce qu'ils attendent de la police? Parce que finalement, on leur demande jamais aux gens ce qu'ils attendent de la police. Et finalement, ce qu'ils attendent de la police, c'est pas forcément ce que la police fait. Et on est resté dans cette politique du chiffre. Savez-vous que même pendant l'état d'urgence, on a fait une politique du chiffre? Moi, j'ai les syndicats de police ici sur l'île, sur la région, qui m'ont dit, dans les premiers jours de l'état d'urgence, le chef, il disait, bon les gars, aujourd'hui, il nous faut 100 perquisitions administratives. Il disait pas, il y a 100 dossiers où il y a des types bizarres. Et donc, il faut aller voir. Il me disait, il me faut 100 perquises. Voilà, j'ai besoin de 100 perquises. Donc, vous vous débrouillez, vous me trouvez 100 perquises. Voilà comment on en vient à le petit réseau de trafic de drogue, on va faire une perquise, puis on va trouver des armes, ce sera bien, on dira que c'est des armes, que c'est lié au terrorisme, on va embrouiller tout le monde, on va dire que c'est efficace, qu'on agit, que c'est utile. Or, c'est pas vrai, et on ment aux gens en plus. Ça, c'est pas acceptable. Donc, on veut pas cette police-là, on veut une police de proximité où on remet du qualitatif. Avec des gens à un terrain, etc. Et c'est ça l'objectif finalement, et c'est ça le meilleur moyen de détecter leurs fameux signaux faibles. Et de se dire, non mais là, ok, le type, ok, il a peut-être une vision un peu rigide de la religion, il met peut-être des habits, il a peut-être une barbe, tout ça, mais ça va, on le connaît, il est là depuis des années, il est tranquille, il est intégré dans la vie du quartier. Ou au contraire, non là, lui il a pas de barbe, il a pas de djellaba, il a rien de tout ça. Par contre, on a vu, il fait des trucs chelous, il va voir des gens qu'il va pas voir d'habitude. Bon, et ça aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. On est en train de reconstruire ça par le biais des services de renseignement. Donc il nous manque ce maillon dans la chaîne qui est la police de proximité. Donc on va faire des expérimentations, là il va y avoir des annonces la semaine prochaine, tant mieux qu'on y arrive, mais quel retard on a pris. Quel retard on a pris. Vraiment. Donc voilà, des propositions, demain on arrive au pouvoir, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Ouais. Et sur la question de la police, y compris parce que quand on fait des auditions avec un certain nombre de syndicats, même de policiers, il y a la demande d'avoir faire des vrais bilans, être moins dans le réactif, être moins dans la politique du chiffre. On a eu sous la présidence Sarkozy, comme ça, mettait du bleu partout pour donner l'impression, rassurer le public et réagir politiquement à l'actualité, mais ce qui crée une grave frustration, y compris parmi la police, les agents de police de sécurité. Hugo parlait de la question de la formation, le nombre d'écoles de police, le temps de formation aussi, où il y a eu une réduction drastique parce qu'on ne veut pas mettre les moyens, le contenu de la formation qu'il faudrait étendre, développer sur tout un ensemble de questions pour donner les moyens à la police de faire son travail qui est d'assurer la sécurité et la sûreté de la population et qu'il y ait une confiance dans la population. Et juste du coup par rapport à ce que vous disiez, malheureusement le constat, et je pense que ça travaille aussi les agents de police, c'est qu'ils ne font plus ce travail-là, et que par contre ce qu'on a relevé aussi, c'est un certain nombre d'infractions parfois très graves, de violences policières qui sont commises. Alors on n'en est pas au niveau des États-Unis, mais on est quand même aujourd'hui dans une situation où dans un certain nombre de quartiers populaires notamment, il y a une défiance, une méfiance, un rejet de la police parce qu'il y a eu des exactions, parce qu'il y a eu des violences. Vous avez peut-être entendu parler certainement du cas d'Adama Traoré, du cas d'autres comme la Mindienne, comme Ali Ziri, où on a des citoyens et des citoyennes qui vont être en contact avec la police et qui vont finir morts et dont la famille ne saura jamais dans quelles circonstances, etc. Ça aussi, c'est la réalité du rapport entre la population ou certaines populations et la police. Et ça, c'est au détriment à la fois de l'action de la police et c'est aussi au détriment des citoyens, des familles, etc. Et donc ça fait aussi partie du débat qu'il faut avoir si on veut reconstruire une cohésion sociale, si on veut réintégrer le travail de la police dans un véritable débat citoyen. Nous, dans le projet de loi, par exemple, on a proposé des amendements sur l'encadrement des contrôles d'identité, parce que ça aussi, c'est prouvé scientifiquement par des enquêtes qu'il y a
un contrôle au faciès, systématiquement, que des personnes noires ou assimilées, arabes, ont 3 à 10 fois plus de chances de se faire contrôler et à subir ce harcèlement quotidien. Donc ça aussi, c'est des réalités qu'il faut pouvoir aborder et malheureusement, voilà, dès qu'on le pose sur la table, on est accusé d'être anti-flic, de développer la haine des flics, alors que c'est tout le contraire qu'on veut faire, pour ne pas arriver à des situations comme aux États-Unis, voilà, où c'est une stratégie systématique. Il faut dès à présent faire la lumière sur les violences policières, assurer qu'il y ait, y compris dans la police, des corps d'enquête autonomes, indépendants, et on ne veut pas demander aux policiers d'enquêter sur des policiers, il faut aussi un corps d'enquête indépendant pour que justice, et là on réintroduit la notion de justice soit faite, et qu'on puisse avoir confiance, non seulement dans la justice, mais aussi dans la police, quand il y a ces actes qui sont commis. Et ça, il faut être... et on assume de défendre, y compris la police, quand on est contre, par exemple, les entreprises de sécurité, où on a une privatisation du service de police par les entreprises de sécurité dans la loi même, on n'a pas abordé. On est très ferme là-dessus, on assume de défendre ça, mais il faut l'être aussi sur justement l'encadrement des pratiques policières, parce qu'il y a aussi cette réalité-là de violence et de discrimination qui va à l'encontre de la cohésion sociale. Et juste pour le climat social dans la police, il est extrêmement mauvais. Vous avez vu qu'il y avait des policiers en colère, ils avaient fait des manifestations, ils ont pris en photo leur commissariat, où c'est dégueulasse, ça ressemble à des CTU. Je fais un parallèle là, ceux qui suivent un peu ma chaîne YouTube, vous irez voir. Non, sérieusement, il y a un vrai problème d'investissement. Comment vous voulez que l'autorité policière soit respectée quand vous arrivez dans un commissariat où c'est infect, où vous êtes reçu dans des conditions exécrables, que vous soyez mis en cause ou victime. Peu importe. C'est pas acceptable. Et puis cette politique du chiffre, elle a fini de briser les policiers qui ne savent plus pourquoi ils travaillent. Plus de sens dans leur métier. Ça, c'est un vrai problème. Et en plus, l'usage intensif avec l'état d'urgence, clairement, qui fait qu'il y a un ras-le-bol généralisé au sein de la police. Vous avez vu les grèves, je mets des guillemets, des CRS qui tombent malades à 2000 en même temps. Voilà, mais il y a un problème. Car si c'était juste tout va bien dans la police et il y a des affreux gauchistes qui cassent les pieds, qui ne veulent pas entendre que tout va bien et qu'on a mis les moyens pour que... Non, il y a aussi un malaise au sein de l'institution policière et donc il faut y répondre. Du coup, on va reprendre encore une question de la salle et ensuite on laissera la conférence est diffusée en direct sur YouTube. Du coup d'ailleurs on salue les gens, je sais pas si ça marche ou pas, mais on salue les gens qui nous regardent en direct sur YouTube et on les remercie d'assister à cette conférence et on s'excuse pour la petite interruption. Du coup on fait une question de la salle et ensuite il y a 3 questions d'internautes. Du coup on... Bonjour. Déjà, je vous remercie parce que c'est extrêmement difficile de parler de sécurité, de parler d'état d'urgence quand on a quelqu'un de gauche. Parce que c'est très difficile de concilier à la fois le fait qu'on a un besoin de sécurité dans un climat très anxiogène et le fait qu'on a envie de garantir les libertés fondamentales. Et ma question, elle porte là-dessus justement. C'est un petit peu philosophique, mais justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour placer un curseur pour trouver le juste milieu entre ce besoin de garantir les libertés individuelles et ce besoin de garantir la sécurité de tout un chacun. Est-ce qu'on arrivera à se regarder en face en se disant que peut-être si on avait un petit peu limité les libertés, on aurait pu sauver quelques vies? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si peut-être on avait été un petit peu plus méfiant, peut-être qu'on aurait peut-être accusé quelques personnes à tort, mais au moins on aurait arrêté au moins une bonne personne. Voilà. Merci beaucoup. Bon, vas-y, Ras. Cette loi, elle a l'air hyper anticonstitutionnelle. Comptez-vous saisir le Conseil constitutionnel? Et du coup, maintenant, on donne la parole à ceux qui nous suivent sur YouTube. Clémentine va nous le lire. Donc, on a plusieurs questions. On a Valentin qui se demande s'il y aura un bilan des dispositions prises de cette nouvelle loi antiterroriste, voir si justement ça a été efficace ou pas. On se demande aussi si cette loi, elle n'est pas faite plutôt pour prévenir ce qui serait plutôt un terrorisme social. Et là, on a un parallèle du coup avec la Grèce et les politiques d'austérité. On a une autre question
sur est-ce que vous pensez demander une enquête parlementaire sur le soutien de la France à la guerre en Syrie. Et enfin, les internautes se demandent ce que la lecture du livret sécurité a provoqué à Monsieur Collomb. Sur le curseur, et je pense que ça rejoint ce que disait Joanne tout à l'heure, ben nous, on assume de dire qu'on ne choisit pas, voilà, on pense que c'est un faux choix, parce que, y compris, on évoquait par exemple le cas de la Turquie, où voilà, un certain nombre de mesures extrêmement graves ont été prises, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir des risques, des menaces d'attentat. Donc assumer ce choix de dire non, on ne croit pas qu'en restreignant les libertés, on va gagner plus en sécurité, et on refuse ce choix-là parce qu'on veut se donner les moyens d'assurer la plus grande sécurité, et on pense que garantir les droits, garantir le droit fait partie de ça, en fait, qu'il y a pas, c'est pas une opposition entre d'un côté on aurait des vases communicants, genre si on a plein de libertés, on a moins de sécurité. Non, on pense qu'au contraire, garantir tout un ensemble de libertés démocratiques, sociales, etc., ça fait un corps social, une société, une communauté politique plus forte, mieux armée, y compris pour pouvoir réagir quand il y a des attaques, et surtout prévenir. Voilà, et que ça, c'est ça qui fait aussi la sécurité. La sécurité, c'est pas simplement une sécurité en termes militaires ou policières, c'est une sécurité sociale, y compris philosophiquement. Quand on parle de sécurité, il y a un très bon article, je sais pas la référence, mais qui dit, dans pas mal de textes internationaux, etc., quand on parle de la sécurité, on parle de sécurité sociale, protection sociale. Donc cette sécurité-là, oui, on veut la garantir, la renforcer, voilà, renforcer la protection de tous les secteurs de la société, et le droit, les libertés participent de ça. Ça, c'est en tout cas le parti pris philosophique qu'on assume, et on a aussi des propositions, c'est pas simplement en théorie, en pratique, pour dire voilà ce que nous on propose de faire de manière globale. Sur le Conseil constitutionnel, en fait, il y a une procédure qui va être lancée par un certain nombre d'associations comme la Ligue des droits de l'homme, en fait, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité, voilà, qui y travaillent à ça. Au niveau des députés, malheureusement, on n'a pas le nombre suffisant, en fait, de députés aujourd'hui qui pourraient signer un recours au Conseil constitutionnel, puisqu'il en faut 60. Nous sommes 17, il y a les députés communistes qui sont 11, on n'a pas le nombre suffisant, mais par contre, effectivement, on travaille avec toutes les associations pour faire une veille, et dans les propositions qu'on a fait et qu'on va continuer à faire, ce sont les missions d'évaluation, les missions d'encadrement, parce que c'est aussi le rôle du Parlement, on oublie, d'encadrer l'action et la mise en application des lois. Donc on va être très attentifs, on va continuer, nous, à faire des auditions et à discuter avec les gens qu'on a déjà vus. Donc on fera ce travail et on en rendra compte régulièrement. Ouais, sur le Conseil constitutionnel, on verra. Après, a priori, on n'a pas les 60. On va vérifier qu'on n'a pas les 60 dans cet hémicycle, qui sont capables de faire ce recours. Mais sinon, après, oui, effectivement, c'est des questions prioritaires de constitutionnalité qui peuvent être faites dans le cadre d'un procès. Et bon, là, on verra. Et pour le coup, les avocats sont vraiment sur le coup, sur le sujet. Est-ce qu'il faut un bilan de la loi? Est-ce qu'il faudra un bilan de la loi? Oui, il faudra un bilan de la loi. D'ailleurs, c'est à ça que nous invite le délai fixé à 2020. Alors, effectivement, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a mis un délai et qu'on a dit qu'on fera un bilan, il n'y a pas eu de bilan. Donc on peut suspecter qu'il n'y en ait pas, mais on ne va pas faire de procès d'intention, on va partir du principe qu'il y en a un. Il y a une commission qui a été mise en place dans le cadre de cette loi d'évaluation, de contrôle, une commission de contrôle des dispositions de cette loi, mais uniquement des articles 3 et 4. Pas des articles 1 et 2. 1, périmètre de sécurité, 2, lieu de culte, 3, assignation à résidence, 4, perquisition administrative. Donc uniquement 3 et 4. C'est le deal, honnêtement, qu'a passé le Parti Socialiste avec En Marche. C'était sous cette condition qu'ils acceptaient de voter le projet de loi. Ils avaient au départ demandé d'avoir une commission composée de parlementaires de 2 sénateurs, 2 députés. Donc forcément, eux-mêmes ne seront pas dedans et nous, on n'y est pas. Donc quand on vous parle d'unité nationale, de cohésion, tous ensemble, lutter contre le terrorisme, quand il s'agit de le mettre en œuvre concrètement à l'Assemblée dans une commission qui réunissent tous les groupes politiques, il n'y a plus personne. D'ailleurs, c'était un de nos amendements.
proposer un groupe de contrôle parlementaire composé de 24 personnes, 12 sénateurs, 12 députés. On nous a dit ouais mais non, il va y avoir trop de monde, ça va prendre du temps, puis en plus ça va coûter cher. Non, 2 et 2 c'est bien. Voilà comment la matière du renseignement, la matière antiterroriste est confisquée, y compris aux oppositions. Est-ce qu'il y aura un bilan? Je l'espère. Est-ce qu'il y en aura un concrètement? J'en suis moins sûr. On va essayer d'y veiller. Sur le terrorisme social, bon, on ne va pas faire de mauvais procès non plus à La République En Marche. Je ne pense pas qu'il soit dans les mêmes dispositions d'esprit que le gouvernement précédent en termes de contrôle social, en tout cas à court terme. Les manifestations qu'on a eues 12 septembre, 21 septembre, là 10 octobre, 23 septembre aussi, il n'y a pas eu trop de dispositifs de fouilles généralisées, etc., comme on a pu voir à la fin des manifestations sur la loi El Khomri. Donc pour l'instant, on touche du bois, ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Mais clairement, la disposition, par exemple, du périmètre de sécurité, elle pourrait permettre de dire, pour le bien des manifestants, pour votre sécurité à vous, manifestants, qu'il ne puisse pas y avoir de terroristes qui viennent vous embêter, on va mettre un barrage filtrant de policiers qui vous fouillent intégralement et qui procèdent à des contrôles d'identité de tous les gens qui voudront rentrer en manifestation. C'était un peu l'ambiance qu'on avait dans les dernières manifestations sur la loi El Khomri, avec un climat de tension immédiat. C'est-à-dire que quand vous faites fouiller par la police, par exemple, en manifestation, le rapprochement police-population, même s'il est physique, concrètement, psychologiquement, il n'est pas au rendez-vous. C'est plutôt une tension qui s'installe dès le départ de la manifestation, qui fait qu'après, ça brille assez rapidement. On en a tous fait l'expérience, enfin, en tout cas, tous, pour ceux qui participent aux mobilisations et pour ceux qui n'y participent pas, je vous invite à le faire, ne serait-ce que pour le goût de l'expérience. L'enquête parlementaire, on verra, parce que pour le coup, on a le droit à une seule commission d'enquête par groupe de droit, par session. Donc il va bien falloir qu'on choisisse laquelle on a. Et après, on peut faire des demandes de création d'enquête. Et si elle est validée à la majorité, donc en gros, si En Marche veut bien, elles se mettent en place. Donc on pourra en faire la demande. Spontanément, je n'avais pas vu le sujet, sachant que quand on fait une commission d'enquête, après, il faut assurer derrière, il faut être présent, quoi. Et on a déjà lancé beaucoup de sujets de commission d'enquête. Donc à voir, même si y a la commission défense, on a des députés au sein de la commission défense, que la commission défense fait des auditions, a des pouvoirs en tant que tel d'enquête et d'audition, que ça fait partie des sujets sur la table. Juste pour dire, par exemple, sur la question de l'état d'urgence, il y avait je crois que c'est une mission parlementaire qui avait fait ce bilan-là et qui avait conclu à l'inefficacité, et c'est exactement ce qu'on disait là, qui date de 2016. Donc voilà, il y a aussi eu, et c'est la base sur laquelle on s'est appuyé pour dire, voilà, le bilan de l'état d'urgence, c'est celle-là, et c'est les parlementaires qui ont fait ce travail-là qui le disent, donc on va continuer à faire le suivi. On avait proposé, y compris sur les ventes d'armes, pareil, qu'il y ait un contrôle accru du Parlement. Ça a été repoussé, mais on va continuer à le poser. Juste sur la question du contrôle social. Alors je pense que ce qu'on dit quand on dit que c'est un état d'urgence permanent et que ça contamine en fait tout le droit. C'est-à-dire que les procédures qui ciblent la prévention de la commission d'actes de terrorisme contaminent, y compris au niveau de la justice, sur le type de procédures qui vont être utilisées. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu le rendu d'un procès qui a eu lieu suite à des manifestations pendant la loi travail et à l'incendie d'une voiture de police, où on a eu des réquisitoires très très lourds sur notamment, et une partie des dossiers étaient basés sur les fameuses notes blanches qui ont servi en fait de base au procès, et on voit que toute la procédure policière et judiciaire est contaminée par ces moyens nouveaux qui sont donnés, et cet esprit un peu expéditif. On parlait dans ce cas-là de procès exemplaire, alors que la justice doit être
faire la justice, donner la justice, et pas une commande politique d'exemplarité pour justement faire de la communication, etc. Donc c'est toujours le risque, les intentions sont toujours justes et bonnes, etc. Mais la réalité du mécanisme et des procédures fait que, voilà, on va pouvoir utiliser, et juste l'exemple sur la politique vis-à-vis des migrants, et ça c'est en ce moment, dans la vallée de la Roya, vous avez entendu parler de Cédric Héroux, qui est aujourd'hui surveillé par des dizaines de policiers qui auraient d'autres choses à faire que surveiller Cédric Héroux, grand terroriste devant l'Éternel, et où on a aujourd'hui des organisations de défense des droits humains expliquent que la police française viole systématiquement le droit des migrants, fait du contrôle au faciès et utilise ce qui existe déjà et ce qui va exister avec la loi pour s'attaquer aux migrants. Donc ça, on a une situation extrêmement grave en termes de remise en cause des droits, c'est déjà le cas. Et malheureusement, cette loi-là va étendre ça. Donc c'est aussi cette vigilance-là par rapport à ce qui se fait déjà, malheureusement, en termes de contrôle social, d'une certaine manière, à travers ces lois-là. Ouais, je vais les applaudir. Merci beaucoup pour la conférence, merci beaucoup pour les questions.